Le 1er juillet, Claude Fable 5 revient en ligne dans le monde entier. 19 jours plus tôt, un régulateur américain l'avait fait taire. Ce qui revient avec lui compte plus que le modèle, une règle écrite par 4 rivaux pour décider qui sera débranché demain à sa place. Épisode Claude Fable 5, 4 rivaux écrivent la règle. Chapitre 1, le retour et la règle. Un modèle revient en ligne et la vraie nouvelle se cache dans le document publié le même jour. Le 1er juillet 2026, Anthropic annonce que Claude Fable 5 redevient disponible dans le monde entier, sur l'ensemble des produits Claude, y compris Claude Code et Claude Cowork selon Forbes et Al Jazeera. Le même jour, aux côtés de ce retour, Anthropic publie un second document, coécrit avec Amazon, Microsoft et Google. Ces 4 entreprises se disputent le même marché de l'intelligence artificielle. Elles se combattent sur le prix et sur les clients, dans une guerre des talents qui ne dit jamais son nom. Et elles viennent de s'accorder, à elles seules, sur la règle qui dira demain quel modèle reste en service et lequel se fait couper. Amazon, précisément, est à la fois l'investisseur et le partenaire cloud d'Anthropic. Et c'est ce même Amazon qui a jugé, quelques semaines plus tôt, la faille trouvée dans le produit de ce partenaire. Un rival qui investit chez celui qui l'évalue et qui coécrit ensuite la règle qui validera son propre jugement. Voilà l'idée qui structure tout cet épisode, avant même le détail des dates. Reprenons maintenant l'histoire dans l'ordre, parce que le détail compte autant que le principe. 19 jours plus tôt, le 12 juin, l'administration américaine avait imposé un contrôle à l'export. Ce contrôle avait forcé Anthropic à débrancher Fable 5 et son cousin plus puissant, Mythos 5, au nom de la sécurité nationale. 18 jours plus tard, le 30 juin, le département du commerce lève ce contrôle. Fable 5 recommence à répondre aux requêtes du monde entier dès le lendemain. Mythos 5, lui, reste réservé aux organisations américaines déjà validées par le gouvernement, selon CNBC et CoinDesk. Un modèle débranché puis rebranché en moins de 3 semaines, voilà pour la surface de l'histoire, celle que les titres de presse ont retenue. Le barème publié le même jour tient sur 4 axes précis, mais 2 paires suffisent à en saisir l'esprit, selon AI Weekly et MarkTech Post. D'un côté, il y a la capacité nouvelle qu'une faille donne à celui qui l'exploite, et la distance à laquelle son effet se propage au-delà de l'usage pour lequel elle a été trouvée. De l'autre côté, il y a 2 critères plus pratiques, plus concrets à évaluer. Est-ce que la faille est facile à transformer en arme utilisable dans le monde réel ? Et un chercheur extérieur au groupe pourrait-il la redécouvrir seul, sans le moindre indice venu de l'intérieur du laboratoire ? Prenez un exemple concret pour fixer les idées. Un contournement qui ne fonctionne que sur une version de test jamais mise en production obtient un score bas sur les 2 premiers axes, alors qu'une méthode simple à reproduire, publiable en quelques lignes de code. Une méthode qui touche un modèle réellement déployé chez des millions d'utilisateurs grimpe mécaniquement dans les cases les plus hautes du barème. C'est ce deuxième cas de figure qui a fait basculer Fable 5 hors ligne le 12 juin. Aucun gouvernement, aucun organisme extérieur n'a rédigé une ligne de ce texte. Les 4 communiqués publiés ce jour-là parlent, chacun, d'un pas en avant pour la sécurité de toute l'industrie, sans jamais mentionner l'accord entre parties qui pourrait aussi, au passage, les protéger elles-mêmes. La question qui structure cet épisode n'est donc pas de savoir si Fable 5 est revenu, il est revenu, la presse l'a déjà raconté. Elle est de savoir ce que signifie, pour tout le monde, le fait que la règle du jeu soit écrite par les seuls joueurs. Chapitre 2, ce que le ban a vraiment révélé. La faille venait d'un jailbreak trouvé par un concurrent, pas d'un seuil de capacité tranché par un régulateur. Pour comprendre pourquoi ce barème existe maintenant, il faut revenir sur ce qui a vraiment déclenché le bannissement du 12 juin. Et la version qui circule dans la presse grand public passe souvent à côté du détail le plus révélateur. Le récit officiel du gouvernement américain parlait de sécurité nationale. Un langage qui laisse imaginer un seuil de capacité dépassé, une ligne rouge que Fable 5 aurait franchie par ses propres moyens. La réalité, rapportée par CNBC et par The Hacker News, est plus étroite et plus inconfortable pour l'industrie entière. Des chercheurs d'Amazon ont découvert une méthode pour contourner les garde-fous de Fable 5. Amazon reste, à d'autres égards, un concurrent frontal d'Anthropic sur le marché des modèles. Ce mécanisme ressemble, dans ses grandes lignes, au marché classique de la prime aux chercheurs en cybersécurité. Une entreprise récompense quiconque trouve une faille dans son propre produit. Sauf qu'ici, le chercheur qui a trouvé la faille travaille pour un concurrent direct. Et le canal de signalement passe par une agence gouvernementale plutôt que par un simple paiement. Une fois ce contournement activé, le modèle se met à produire du code. Un code qui montre concrètement comment exploiter des vulnérabilités informatiques. Exactement le type de contenu que les règles internes d'Anthropic sont censées bloquer. Un ingénieur sécurité qui teste les défenses d'un rival, trouve la faille, puis la publie,
n'agit jamais par pure philanthropie. Et cette évidence, presque personne ne la formule à voix haute dans les articles qui ont suivi l'annonce du bannissement. Autrement dit, ce n'est pas la puissance brute du modèle qui a justifié l'arrêt. C'est une faille de sécurité précise signalée par un acteur qui avait tout intérêt, commercialement, à ce que ce signalement soit pris au sérieux et rendu public. La nuance compte énormément parce qu'elle déplace la question de fond. Si un régulateur avait tranché sur un seuil de capacité mesuré et publié, on pourrait discuter du seuil lui-même, de sa pertinence, de sa sévérité. Mais ici, le déclencheur est un rapport de sécurité produit par un rival. Un rival qui a lui-même intérêt à la sévérité du verdict, puisqu'un concurrent hors service est un concurrent qui ne capte plus de nouveaux clients pendant l'interruption. Transmis à une administration qui, selon ses propres mots, s'appuie sur des autorités de sécurité nationale. Sans détailler publiquement la méthode de calcul du risque, ni la directive invoquée le 12 juin, ni les communications ultérieures du gouvernement, ne précisent quel seuil précis Fable 5 aurait franchi, ce qui laisse toute la place à une seule source disponible pour raconter l'histoire, celle des laboratoires eux-mêmes. Le barème en 4 axes publié le 1er juillet répond très exactement à ce trou-là. Il propose de sortir ce type de décision du bureau fermé d'un régulateur, pour la faire reposer sur une grille écrite à plusieurs mains. Le geste semble raisonnable, presque vertueux, jusqu'à ce qu'on se demande qui compose ces mains-là. Chapitre 3. Le code ACE de l'IA. En 1930, un secteur entier s'est auto-censuré pour devancer l'État, et l'histoire pourrait bien se répéter. Ce geste d'autorégulation collective n'a rien d'inédit dans l'histoire industrielle américaine. Et l'exemple le plus instructif vient d'un secteur qui n'a rien à voir avec les puces ou les modèles de langage, le cinéma. En 1930, l'association qui représente les grands studios hollywoodiens adopte ce qu'on appellera bientôt le code ACE, du nom de Will Hays, l'homme chargé de le faire appliquer. Un ensemble de règles très détaillées sur ce qu'un film américain a le droit de montrer. Le code interdit la nudité et certaines formes de violence à l'écran, et bannit plus largement tout ce que les studios jugent trop scabreux pour le public de l'époque. Les studios n'agissent pas par vertu spontanée. Ils cherchent à devancer une menace bien réelle, une mosaïque de commissions de censure locales, État par État, et la crainte grandissante d'une régulation fédérale unique qui leur échapperait entièrement. En rédigeant eux-mêmes la règle, les studios gardent la main sur son application, son rythme et surtout ses exceptions. Un studio peut ainsi négocier, en interne, la scène qui passera malgré l'interdit affiché, quand une commission d'État locale, elle, n'aurait jamais cette souplesse envers l'un des siens. Le parallèle avec l'industrie de l'IA en 2026 tient en une phrase. 4 laboratoires rivaux préfèrent écrire leurs propres règles plutôt que de laisser un congrès, forcément plus lent et moins informé du détail technique, leur en imposer une par surprise. Cette comparaison mérite toutefois une limite nommée sans détour, parce qu'elle nourrit autant la thèse critique que la thèse favorable. Le code ACE a fini par s'effondrer en 1968, remplacé par le système de classification par âge que Jack Valenti installe cette année-là à la tête de la même association de studios, précisément parce que l'autorégulation, avec le temps, protégeait de moins en moins le public, et de plus en plus les studios eux-mêmes, qui décidaient en interne de ce qu'ils s'autorisaient à eux-mêmes. Le système qui remplace le code ACE introduit un mécanisme que le barème de l'IA n'a pas encore, une classification connue du public, débattue projection après projection. N'importe quel spectateur peut constater que tel film est classé pour adultes et s'interroger sur ce choix, ce qui n'existe pour l'instant dans aucun des 4 laboratoires signataires du barème de dangerosité. Le jeu vidéo américain suit ensuite une trajectoire comparable, sous une pression du même ordre. Face à des auditions parlementaires sur la violence à l'écran, dans les années 1990, l'industrie finance elle-même la création d'un organisme de classification par âge. Le geste permet, comme pour le cinéma 60 ans plus tôt, de donner des gages de sérieux, avant qu'un congrès n'impose sa propre version, plus rigide et moins négociable. 3 secteurs, 3 époques, un seul réflexe, écrire soi-même la règle avant qu'un autre ne l'écrive à sa place. Si le barème de dangerosité de l'IA suit la même trajectoire, une norme s'insère au départ, qui devient, avec les années, un filtre taillé pour protéger ceux qui l'ont écrite. L'histoire du cinéma et du jeu vidéo américain aura déjà tout raconté à l'avance. Chapitre 4. Le juge et la partie.
Un barème conçu par ceux qui l'évaluent peut-il rester crédible sans un regard extérieur pour le contester ? Posons la question la plus inconfortable, directement, sans détour diplomatique. Ce barème à 4 entrées a l'avantage réel de donner un langage commun à des équipes de sécurité. Des équipes qui, jusqu'ici, inventaient chacune leur propre vocabulaire pour décrire le même type de faille. Un RSSI qui doit comparer un rapport Anthropic et un rapport Google sur un incident similaire gagne, avec cette grille, une vraie base de comparaison, ce qui n'existait tout simplement pas avant le 1er juillet. Mais la grille elle-même ne dit rien sur qui décide au moment critique. Où placer le curseur entre un score jugé préoccupant et un score jugé assez grave pour couper l'accès à un modèle. Anthropic explique qu'elle déploiera des mitigations dès qu'un contournement de la classe la plus sévère sera confirmé, celle qui touche des infrastructures critiques, avec une équipe dédiée qui surveille les canaux de signalement 24 heures sur 24 selon Mark TechPost. Cette réactivité rassure, à condition d'accepter que l'entreprise qui vend le modèle soit aussi celle qui confirme la gravité de la faille qui le concerne. Un an plus tôt, chez un concurrent resté anonyme dans la presse de l'époque, plusieurs membres de l'équipe alors chargés d'évaluer les risques les plus graves avaient démissionné publiquement. Ils dénonçaient un déséquilibre entre la vitesse de mise en production et la rigueur réelle des contrôles de sécurité interne. L'épisode avait fait grand bruit sur le moment, puis s'était refermé sans qu'aucune règle commune n'en sorte, faute d'un cadre partagé entre laboratoires. Imaginez, un lundi matin, qu'un responsable sécurité découvre qu'un contournement touchant son secteur vient d'être noté loin en dessous du seuil critique par le laboratoire concerné, alors que son propre service estime le risque bien plus élevé. Il n'a, à ce jour, aucune procédure pour faire remonter ce désaccord ailleurs que par un courrier commercial adressé à son fournisseur. Aucune clause du texte publié ne prévoit, à ce stade, qu'un organisme extérieur au groupe des 4 signataires puisse contester une notation. Personne d'autre ne peut demander l'accès aux données brutes d'un incident, ni publier un désaccord public sur un score jugé trop clément. Comparez cela à la manière dont fonctionne, par exemple, la certification d'un avion de ligne. Un organisme public totalement indépendant des constructeurs peut y suspendre un appareil du jour au lendemain. Rien de comparable n'existe aujourd'hui pour un modèle d'intelligence artificielle jugé dangereux par ses seuls créateurs. C'est exactement le point sur lequel les agences de notation financière ont trébuché avant la crise de 2008. Un modèle où celui qui est noté rémunère, d'une manière ou d'une autre, celui qui le note, avec pour conséquence des notations qui se sont révélées, après coup, bien plus généreuses que la réalité ne le méritait. La comparaison n'est pas parfaite. Les 4 laboratoires ne se paient pas mutuellement pour être notés, ils écrivent la grille à plusieurs, ce qui change la mécanique du conflit d'intérêts sans l'annuler complètement. Un cartel de la notation reste un cartel, même quand ses membres se font par ailleurs une concurrence féroce sur tout le reste du marché. La concurrence sur le prix des abonnements n'empêche en rien l'entente sur la règle. Une règle qui protège, in fine, les 4 mêmes acteurs face à un 5e qui voudrait entrer sur ce marché sans se plier au même barème. Personne, à ce stade, n'a proposé qu'un laboratoire universitaire ou qu'une agence publique reçoive un droit de regard sur les scores attribués, ce qui aurait pourtant été le geste le plus simple pour désamorcer d'emblée le soupçon de conflit d'intérêts. Chapitre 5. La grille de lecture finale. 3 questions à poser avant de croire qu'une norme de sécurité privée protège vraiment tout le monde. Alors, comment un RSSI, un régulateur ou un client entreprise doit-il lire ce document publié le 1er juillet, une fois l'enthousiasme de la réouverture de services retombé? Imaginez ce même RSSI, 6 mois plus tard, en train de comparer 2 incidents publiés par 2 laboratoires différents, sans savoir si les 2 entreprises ont utilisé la grille avec la même rigueur, ou si l'une a arrondi la note à la baisse pour éviter une interruption de service coûteuse. C'est exactement le terrain sur lequel se joue la première question à poser, celle de la transparence des scores eux-mêmes. Savoir si les 4 entreprises publieront au fil de l'année le détail des incidents notés et les scores obtenus, ou si le barème restera un outil de communication interne dont seule la conclusion finale, débrancher ou ne pas débrancher, sera rendue publique. Vient ensuite la question de la contestation. Un chercheur en sécurité extérieur au groupe des 4 pourra-t-il un jour soumettre un score concurrent sur un incident donné, avec le moindre poids face à celui des laboratoires eux-mêmes? Reste enfin la question la plus politique de toutes, celle de savoir si un gouvernement, un jour, reprendra ce barème privé pour en faire une norme obligatoire, ce qui transformerait 4 entreprises commerciales en rédactrices de fait d'une réglementation que personne n'a votée. Un précédent existe déjà ailleurs. Plusieurs normes techniques nées d'un consortium industriel privé ont fini, des années plus tard, reprises telles quelles dans un texte de loi, sans qu'aucun débat public ne revienne sur leur contenu d'origine. Le code Hayes a tenu 38 ans avant de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions.
Remplacé par un système plus transparent, plus contestable et finalement plus solide, rien ne garantit que l'industrie de l'IA dispose d'autant de temps avant que son propre système ne soit, à son tour, mis à l'épreuve par un incident que le barème n'aura pas su qualifier à temps. Si le barème de dangerosité de l'IA suit un chemin comparable à celui du cinéma, la meilleure nouvelle possible serait qu'un jour, un organisme extérieur aux 4 signataires obtienne le droit de vérifier leurs devoirs, plutôt que de se contenter de lire leurs bulletins. D'ici là, chaque fois qu'un modèle reviendra en ligne après un incident, la question à poser ne sera plus seulement de savoir s'il est redevenu sûr, mais de savoir qui, exactement, a eu le dernier mot pour le décider. Un client entreprise qui signe aujourd'hui un contrat pluriannuel avec l'un de ces 4 laboratoires signe aussi une clause invisible, jamais écrite noir sur blanc dans les conditions générales. Une clause de confiance envers un tribunal privé qu'il n'a pas choisi et qu'il ne pourra pas récuser. Un fonds de pension qui investit dans l'un de ces 4 laboratoires prend, souvent sans le mesurer clairement, le pari inverse et symétrique. Celui que la seule discipline de la concurrence commerciale suffira, avec le temps, à maintenir la rigueur du barème, même sans arbitre extérieur pour la vérifier. Vous écoutiez Claude Fable 5, 4 rivaux écrivent la règle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.